J'ai bossé pour la Banque d'Espagne, pour les plus grandes banques Et espagnoles. je voulais savoir quel est ton point de vue sur la situation financière de la France, notamment les fameux 3300 milliards dont on parle beaucoup, de dettes qui pèsent sur notre pays. Une vraie réforme, un vrai bouleversement fondamental de notre système de retraite, ça va être un enjeu déterminant pour l'avenir du pays. Ouais. Tu as eu un passé professionnel avant de te lancer dans la politique. Putain, parce que député, c'est bien, c'est confortable, on est bien payé, etc., etc. Bah, c'est pas le but de ma vie. Moi, j'ai pas envie d'être ministre. J'ai pas du tout envie d'être ministre. Si on me demande d'être ministre demain, je refuse. Voilà, faut vraiment que ce soit un truc super spécifique. Ouais. Eh ben bonjour à tous, bienvenue dans un nouvel épisode d'Expossibilité. On a la grande chance aujourd'hui de recevoir Monsieur Stéphane Vojetta, député de la 5e circonscription des Français installés à l'étranger. Exact. Monaco, Andorre, Portugal et Espagne. Espagne étant sans doute la plus grande communauté de l'ensemble de ces pays. Et déjà, merci beaucoup Stéphane de prendre de ton temps précieux pour... Merci à toi Guillaume de m'inviter. Pour passer ce moment dans le studio. Et je sais que tu vas continuer à avoir des interviews parce que Stéphane est rare à Barcelone, donc on en profite. Moi, la question que je vais te poser, pour commencer, c'est que tu as eu un passé professionnel avant de te lancer dans la politique et un passé dans le monde de la banque, de l'investissement et du conseil, notamment au gouvernement pendant la crise et à la suite de la crise des subprimes qui a eu un effet assez dévastateur en Espagne. Et je voulais savoir quel est ton point de vue d'ex-banquier investisseur sur la situation financière de la France, notamment les fameux 3300 milliards dont on parle beaucoup, de dettes qui pèsent sur notre pays. Bah, c'est une super question. La réponse est sans doute très longue et on va échanger parce que c'est pas une réponse que je vais pouvoir te donner en 2 phrases, mais effectivement, moi sincèrement, il y a 5 ans, j'avais 45 ans, je pensais que les parties les plus excitantes de ma vie étaient déjà derrière moi. Ouais. Notamment parce que effectivement, quand je suis arrivé en Espagne en 2005, j'étais en arrivant en provenance de Londres, j'avais découvert un pays que je connaissais pas et en étant spécialiste du secteur financier, j'avais particulièrement découvert un secteur financier que je trouvais un peu brinque-ballant, et en particulier un système de caisse d'épargne, de cajas de ahorro, que je trouvais particulièrement dangereux. Ouais. Et pas très safe. Mais bon, je me disais, bon, ça se trouve, c'est ma vision de l'extérieur, je connais pas bien l'Espagne, une fois que je connaîtrai mieux, je comprendrai mieux comment ça marche. Et plus je connaissais, et plus je me disais qu'en fait, tout le monde en Espagne était habitué à cette manière de fonctionnement, mais qu'en fait, c'est un truc qui recélait des risques, quand même, des risques sérieux en cas de pépin économique. Et structuraux, des risques. Des risques structurels, en termes de gouvernance et de compréhension et de gestion des risques. Et à partir d'un moment, bon, je suis arrivé en 2005, mais à partir de 2006, je commençais vraiment à dire à mes collègues espagnols, tous des Espagnols, écoutez, on va avoir des banques et des compagnies d'assurance tous les jours, il faudrait leur dire qu'il faudrait essayer de préparer une crise potentielle, en particulier si un jour la bulle immobilière s'arrête et explose, et bien dans ce jour-là, ils auront de gros problèmes. Et l'Espagne va avoir un plus gros problème que les pays voisins parce qu'il y a une structure du système financier qui est quand même un peu bancale. Et donc, il faudrait dire aux banques, arrêtez de faire des fusions-acquisitions, d'acheter des petites banques mexicaines ou en Colombie, etc. Et concentrez-vous sur plutôt lever du capital en Espagne, fusionner, réduire les coûts. Enfin, préparez-vous pour des moments plus compliqués. Ça, ni mes collègues espagnols, ni nos clients ne voulaient entendre ce discours-là. Ouais. Donc moi, mes collègues faisaient tout leur possible pour que je ferme ma gueule ou pour que je reparte en Angleterre ou en France. En tout cas, que j'arrête d'avoir ce discours en Espagne. Ouais. Et donc j'ai quand même insisté. Puis finalement, la réalité a rattrapé tout le monde. Et effectivement, ce qui se passe quand ça a pété en 2008-2009, que la bulle immobilière a explosé, que Wall Street a souffert des subprimes et que l'Espagne a eu sa propre crise, avec en particulier la crise des cajas qui se sont effondrées les unes après les autres suite à leur exposition immobilière. Mais finalement, j'étais le seul en Espagne depuis 2 ans à avoir eu ce discours. Et du coup, tout de suite, j'ai bossé pour la Banque d'Espagne, pour les plus grandes banques espagnoles, sur le sauvetage de cajas, sur des opérations de fusion acquisition défensive, sur des opérations de recapitalisation
en conseillant le gouvernement, en conseillant aussi le FMI. Et du coup, j'ai passé 4 ou 5 ans vraiment à redéfinir le profil Ouais. du secteur espagnol. Et effectivement, je me suis dit, bon, il y a un moment, je me suis dit, ça a été le moment le plus excitant de ma vie professionnelle. Ça doit être incroyable. Il y aura jamais autre chose. Ouais. En fait. Il y aura jamais autre chose qui va être supérieur à ce moment d'excitation et de taille Ouais. des enjeux. Ouais. Et puis finalement, dans une autre vie, 10 ans plus tard, je me retrouve d'abord avec un moment d'excitation important et médiatique avec l'élection de 2022, Manuel Valls et tout le Tu vois que ton bouquin et tout est en team, bonne place ici. remontada, voilà. Donc déjà un truc qui me remet sur le devant de la scène dans un contexte totalement différent. Et puis du coup, je débarque dans ce monde politique un peu par hasard, mais j'y suis et je suis visible et avec un accès certain et une écoute de la part des ministres et du gouvernement. Qui se disent, bon, ce mec, faut qu'on l'écoute parce que Ouais. Parce que c'est un outlier et qu'il a c'est quand un même. outlier et il a une capacité, il a une liberté de ton. Et en plus, si on l'écoute pas, il va continuer à nous faire chier. En gros. Grosso modo. D'accord. Et il y a un moment, effectivement, il y a un an, quand il commençait à y avoir les premiers signes d'un petit dérapage budgétaire, où dans nos réunions de groupe, quand Bruno Le Maire venait en réunion de groupe Ensemble pour la République ou Renaissance, je ne sais plus comment ça s'appelait à l'époque, et moi je disais, franchement les gars, je ne suis pas rassuré. Je ne suis pas rassuré parce que je nous vois en train de déraper budgétairement, je vois la dette qui augmente, je vois notre spread par rapport à l'Allemagne qui est quand même assez volatile. Et franchement, ça me rappelle des choses qui ont très mal fini en Espagne. Ouais. Et je pense qu'il faut, dès maintenant, s'atteler à corriger ces défauts-là et profiter qu'on a encore le crédit des marchés, que les marchés nous donnent encore crédit de notre capacité à agir, pour agir et pas attendre que les choses se détériorent. Et là, Bruno Le Maire me regardait un peu comme ça, d'un air courroucé, et sa réponse était: non, non, on ne peut pas dire qu'on est en danger, le FMI n'est pas à nos portes, je ne peux pas permettre qu'on remette en cause les chiffres, on est sur une trajectoire de réduction du déficit, ça va bien se passer, vous inquiétez pas, etc. etc. Il disait ça il y a un an. Il y a un an et demi. Ok. C'est bon, il sait quoi, c'est le ministre de l'économie depuis 7 ans. Il a des mecs à Bercy qui ont des super calculateurs, qui font le budget. Il nous dit que tout ce qu'on fait, même si on dépense beaucoup d'argent, ça ne renie pas notre trajectoire de réduction du déficit budgétaire. Ok, c'est bon, je te crois, Bruno, je te crois. Sauf que 3 mois plus tard, 6 mois plus tard, ça commence vraiment à déraper. Et là, je me dis, putain, mais en fait, il est possible que Bruno Le Maire et que tous ceux qui prennent les décisions à Bercy ou autres aient le même mode de réflexion, le même mode de pensée qu'avaient les Espagnols quand je suis arrivé en Espagne en 2005, à savoir... C'est du déni ou c'est de l'inconscience? Il y a à la fois du déni et aussi une difficulté à comprendre les règles d'un nouveau jeu, post-Covid, parce que la France n'a jamais évolué à ces niveaux d'endettement. D'accord ? En fait, une des bases du problème, c'est qu'en France, on a un système social qui est hyper généreux. Okay. Et on a décidé de cette générosité déjà en 1946, quand on a mis la sécurité sociale, la retraite, etc. Mais on a passé la surmultiplier à partir de 81. Retraite à 60 ans, les 35 heures, et à chaque problème, on rajoute on des on compense. 81, on était à 15% d'endettement. Et on a sûrement, à ce moment-là, donc on a commencé à financer notre générosité avec de la dette et du déficit. Années 90, on était à 40-50% d'endettement. Soudain, entre 2008 et 2012, on est passé de 50 à 90% d'endettement parce qu'on a dû sauver des banques, il fallait, parce que etc. Il fallait relancer l'économie. Mais ce qui s'est passé, c'est qu'on était à 90% d'endettement, mais soudain, entre 2010 et 2020, 0% de taux d'intérêt. Donc un endettement qui ne coûte rien. Super. Argent gratuit. $1. Et donc, tu ne te rends pas compte que l'endettement est un problème, en fait. En fait, tu finis par te persuader que ça n'est pas un. Et tu as Sarkozy, puis Hollande, puis le début de Macron, où on vit dans un environnement où effectivement on a de la dette, mais ça coûte rien. Et tu la refinances facile parce que ça coûte rien. Tu as des taux d'intérêt négatifs. Donc, en gros, tu t'accoutumes au fait que les choses peuvent se régler par la dette. Et d'ailleurs, le monde entier s'y est accoutumé, puisque quand on a eu des problèmes de solvabilité de certains pays européens, et même des États-Unis, en fait, il y avait eu la politique du quantitative easing. C'était grosso modo les banques centrales qui rachetaient tout
qui faisaient grossir leur bilan. Et donc, ils faisaient de la création monétaire, mais sans qu'on en paye les conséquences. Oui, et en sans termes collatéral, d'inflation. et sans. Oui, voilà, c'est ça. Et sauf que, avec le Covid, puis la guerre d'Ukraine, on s'est soudain retrouvé avec un truc qui s'appelle l'inflation, qui s'est traduit en des taux d'intérêt beaucoup plus élevés. Et là, quand on a dû commencer à payer la facture de notre dette, que soudain on passe de 0 ou 5 milliards d'euros d'intérêt par an à 50 milliards, et ben tu te retrouves le dos au mur. Ouais. Et surtout, Avec un effet ciseau. effectivement, c'est là que je me suis dit, putain, c'est vrai qu'on a quand même 1000 milliards de dettes en plus depuis 2017. Ouais. Comment est-ce qu'on s'est démerdé pour avoir 1000 milliards de dettes en plus? Et moi, je me posais la question. Et à ce moment-là, je commençais à ne plus avoir confiance en ce que nous a raconté Bruno Le Maire. Et je me posais sérieusement la question, est-ce qu'on est vraiment des guignols? Comment est-ce qu'on a fait pour choper 1000 milliards de dettes en plus alors qu'on était à 2300 milliards en 2017? On est à 3300 milliards aujourd'hui. Comment est-ce qu'on a fait? Comment est-ce qu'on a tellement cramé d'argent? Et donc, j'ai regardé un peu plus de manière autonome ce qui se passait. J'ai écouté certains économistes et je me suis rendu compte qu'en fait, il y a un sujet sur lequel on se ment. On a choisi de se mentir depuis une vingtaine d'années, et c'est les retraites. Ouais. Et je me suis rendu compte que, collectivement, on a mis en place, le gouvernement, le Parlement, il y a 20 ans, un système de comptabilité nationale qui est tel que, grosso modo, il ne peut pas y avoir de déficit des retraites. D'accord. En tout cas, en particulier des retraites publiques. Ouais. Parce que, finalement, si jamais il y avait un déficit, un déséquilibre, bah, ce déficit est immédiatement compensé par une augmentation des cotisations patronales que l'État se paye à lui-même, que les ministères payent à l'État pour que les payer caisses les retraites qui elles-mêmes. doivent être payées à la fin de l'année. Donc, par définition, il ne peut pas y avoir de déficit, et il n'y en aura jamais sur le public. Sauf que ça part ailleurs. Quand tu grattes et que tu regardes les causes de l'endettement français, de l'augmentation des 1000 milliards de l'endettement français depuis 2017, bah, tu as 500 milliards qu'on arrive à expliquer. Covid, bouclier anti-inflation, protection du chômage, etc. Et baisse des impôts. Okay. Baisse des impôts, c'est 100 milliards. Le reste, gestion des crises, 400 milliards. Ça, tu comprends et tu peux assumer. Et le reste, c'est quoi? Bah, le reste, c'est que chaque année, on met 70 milliards de plus de dettes pour financer un déficit des retraites que notre comptabilité nationale ne reconnaît pas. Et là, je me dis, putain, mais c'est énorme. Donc, c'est de la shadow dette, en fait, quelque part. Ouais. Non, c'est de la vraie dette. Oui, c'est de la vraie dette, mais c'est de la vraie dette, mais qu'on ne peut pas maîtriser. Ouais. Personne n'assume pourquoi on lève chaque année, ou on creuse chaque année de 70 milliards notre endettement. 70 milliards, c'est quand même énorme. Faut qu'on le reconnaisse. Et donc, j'ai commencé en octobre dernier à essayer de faire du bruit autour de ce sujet. Ça ne prenait pas vraiment. Et puis, Barnier est tombé, Bayrou est arrivé, et Bayrou, il se trouve qu'il écoute des gens qui sont assez convaincus par cet aspect, par cette vision des choses. Et donc, Bayrou, il arrive et il dit, on a un gros problème, il y a 55 milliards de déficit des retraites et personne ne le dit. Et il faut qu'on le reconnaisse, parce que si on ne le reconnaît pas, si on n'arrive pas à se mettre au moins collectivement d'accord sur le constat qu'il y a un énorme déficit des retraites, on ne va jamais se mettre d'accord sur comment est-ce qu'on arrive à le résoudre. Ouais. Et là, il a dit, du coup, je demande à la Cour des comptes et à Pierre Moscovici de nous faire un rapport sur la réalité du système, enfin de l'équilibre du système des retraites aujourd'hui avec une perspective à 20, 30, 40 ans. Et Moscovici arrive et comme une fleur, il dit, un mois plus tard, en vertu des règles comptables françaises et de la comptabilité publique, je vous confirme, on est à l'équilibre. On est à l'équilibre au niveau actuellement, mais on est un léger excédent de 7 milliards d'excédents par an sur l'ensemble du système des retraites. Mais c'est vrai qu'avec le vieillissement de la population, le non-renouvellement, enfin le nombre d'actifs qui diminue, le nombre de retraités qui augmente, c'est vrai que d'ici 2050, on sera à 30 milliards de déficit. Mais aujourd'hui, on a plus 7 d'excédents. Et là, j'ai commencé à m'énerver. Donc, j'ai commencé à dénoncer sur les réseaux sociaux, puis lors d'une commission, lors d'une audition de Moscovici à l'Assemblée nationale, j'ai dit arrêtez, c'est plus possible. Ok, je suis d'accord, les conventions sont comme ça, mais il faut qu'on arrête de nier la réalité. La réalité, c'est qu'on est en train de creuser un trou, et que si on ne reconnaît pas qu'on est en train de le creuser, ce trou, on va tous tomber dedans, un jour ou l'autre. Et donc voilà. Et donc on en est là. Je suis un des députés qui se bat le plus sur ce sujet. Mais il y a de l'autre côté tout un establishment qui, comme en Espagne il y a 20 ans, ne veut pas reconnaître la réalité. Parce que Moscovici, il l'a dit en audition, c'était enregistré. À un moment, il a dit, mais monsieur Vogetta, admettons que vous ayez raison. Dans ce cas-là, c'est quoi la solution? Moi, je dis, monsieur Moscovici, vous êtes le premier président de la Cour des comptes.
votre métier, votre mission, c'est pas de trouver des solutions. C'est au moins de nous donner un constat de la réalité, la transparence des chiffres. Et là, vous ne nous le donnez pas. Vous vous cachez derrière des artifices comptables, un truc qui, dans la comptabilité traditionnelle des entreprises, immédiatement serait révélé comme étant un mensonge. Ouais. Et donc, vous continuez à appuyer ce mensonge. Et pourquoi ? Parce que vous avez peur des réponses qu'on va devoir apporter aux problèmes que vous êtes chargé de nous révéler. C'est pas votre problème à vous. Les solutions, on les verra. Mais d'abord, dites-nous quel est l'étendue du problème. Le constat. Et pour l'instant, on a un système, et notamment la Cour des comptes, qui ne veut pas le révéler. Et on a un problème parce que tôt ou tard, ça va devoir sortir. Parce qu'on va continuer à augmenter nos déficits. On ne peut plus augmenter les impôts en face. C'est devenu... Et tout le monde dit, il faut réduire. Alors du coup, on ne veut pas augmenter les impôts, donc du coup, il faut forcément réduire la dépense publique. Mais la dépense publique, 50% de la dépense publique, c'est les retraites et la sécurité sociale. Ouais. Si tout le monde nous dit, les retraites sont à l'équilibre, personne va avoir la tentation de dire, du coup, il faut diminuer les dépenses sur les retraites. Or, c'est là qu'on a le plus gros problème du déficit. La moitié du déficit vient des retraites et une grosse partie de l'autre moitié vient des 50 milliards d'intérêts qu'on paye maintenant alors qu'on en payait 0 il y a 5 ans. Il y a un moment, si on n'arrive pas à prendre conscience de la réalité des problèmes, on va se retrouver effectivement avec le FMI à notre porte qui nous dit, les gars, vous faites n'importe quoi, laissez-moi gérer. On coupe. Et c'est pas parce qu'on est la France qu'on va y échapper. Et les scénarios, si on prend un scénario optimiste, un scénario pessimiste, même si je pense que même optimiste, il est compliqué, parce que je pense qu'il passe par des réformes qui sont très sévères. Non, le scénario optimiste, c'est nous qui prenons les décisions. Et le scénario pessimiste, le scénario optimiste, c'est nous qui prenons les décisions compliquées. Et le scénario pessimiste, c'est le FMI qui prend les décisions compliquées pour nous, à notre place. Ouais. Ou le FMI ou la communauté internationale, tout ce que tu veux, la Banque Centrale Européenne, la Troïka. Ouais. Et là, tu as une intelligentsia française, tu as l'élite, notamment du fonctionnariat et de la fonction d'État française, qui évidemment ne peut pas considérer ce genre de possibilités. Pour eux, c'est de la science-fiction. On n'est pas la Grèce en 2009, selon eux. On ne le sera jamais. On n'est pas la Grèce, mais l'Espagne en 2012, c'était pas la Grèce, mais on est quand même passé à ça, d'une intervention. Ouais. Moi, j'ai quitté ma banque en 2012, parce que mes contacts du FMI à l'époque, que je conseillais informellement depuis 2-3 ans, et que j'aidais à comprendre la situation espagnole, début 2012, ils m'ont dit, Stéphane, nous, on pense que l'Espagne n'est pas sortie du bois. On pense toujours qu'il y a un gros risque qu'on doit venir au secours du pays, comme on l'a fait en Grèce, en Irlande, au Portugal. Si jamais ça arrive, on montera des équipes localement à Madrid, nous, le FMI, la Banque Centrale Européenne, etc. Si tu es disponible à ce moment-là, on voudrait que tu viennes avec nous et que tu gères avec nous le secteur financier espagnol. Et c'est à ce moment-là que j'ai quitté ma banque pour être dispo pour cette configuration, qui a finalement été évitée par Rajoy en partie, par Draghi. Par Draghi. Ensuite, Rajoy a bénéficié effectivement de la bouée de sauvetage lancée par Mario Draghi, mais c'est Draghi qui a sauvé l'euro et l'Espagne de l'intervention. Donc voilà, on n'en est pas là aujourd'hui en France, mais si on n'ouvre pas les yeux, on va y arriver tôt ou tard. C'est ce qui est un peu un mal français d'ailleurs, parce que je pense que on peut pas. On a plein de. Enfin, on met sans doute une loupe sur les problèmes qu'on a en France, surtout quand on est français et de l'étranger, mais ça, c'est un peu mon deuxième sujet. Moi, je m'occupe de la French Tech depuis 6 ans. Et ce que je te disais en préparant cette émission, c'est que, parce que c'est aussi à travers le monde de la tech qu'a connu, alors c'est relié, quantitative easing, beaucoup d'argent disponible et de l'argent facile, des grosses levées de fonds. Et les premières boîtes que j'ai vues arriver ici, dans Barcelone, qui était encore, il y a même 7-8 ans, une ville secondaire dans le monde de la tech et qui a vraiment pris une vraie place. Alors, pas uniquement grâce à la France, grâce beaucoup à ce que Barcelone a pu faire. Bon, mais on a vu arriver des boîtes françaises, pleines d'excitation, parce qu'ils venaient de lever beaucoup d'argent pour aller se développer à l'international. Certaines ont réussi, certaines ont moins réussi. L'enchaînement Covid, mais surtout guerre en Ukraine, a quand même mis fin à cet afflux d'argent facile. Et pour autant, les Français ont continué à débarquer. Il y a eu les levées de fonds, puis le post-Covid avec le travail à distance. Et maintenant, j'ai le sentiment que il y a une bonne partie de ces Français qui arrivent parce que, alors ils ne le diront pas comme ça, mais parce qu'ils en ont marre du pays ou parce qu'ils se disent que ce pays qu'on aime pourtant tous. C'est pour ça que je ne veux pas que ça passe pour du fresh bashing, mais ils vont pas réussir à l'aider à s'en sortir quelque part. Et donc, on est mieux ici quand on a le luxe de pouvoir bosser à distance et de pouvoir vivre à Barcelone, de pouvoir venir avec son travail, ce qui est quand même la base. Voilà, c'est ce sentiment-là. Est-ce que toi, tu le partages? Moi, c'est quelque chose que alors, je ne le partage pas, mais je le retrouve dans ce que me disent les Français qui arrivent que tu ressens, plus que tu au Portugal, à Madrid, à Barcelone, à Malaga. Il y a, bien sûr,
l'éternelle attraction d'expatriation, surtout dans des endroits sympas comme le Portugal, l'Espagne, en particulier Barcelone. Ça, c'est toujours là. Donc, l'opportunité d'aller voir si l'herbe n'est pas plus verte ailleurs, et souvent elle l'est. Mais aussi, maintenant, il y a cette espèce de rejet. Rejet, ou alors, pas forcément rejet de la France, mais rejet de certains aspects de la France. Il y a notamment certaines familles qui viennent s'installer ici, alors que le père ou la mère de famille va continuer à faire l'aller-retour pour aller continuer à bosser à Paris 3 à 4 jours par semaine. Ce qui est logistiquement possible. Donc, il préfère que sa famille vive ici. Notamment par certains pour des raisons de sécurité. Parce qu'ils sont dans les endroits en France où ils pensent qu'à raison ou à tort, ils sont plus complètement en sécurité. Il y a aussi les aspects économiques, effectivement. Tu te dis, on a un problème, effectivement, d'équilibre budgétaire en France. Et l'impression que les gouvernements successifs donnent, c'est qu'ils sont tellement attachés à droite et à gauche que le seul moyen de trouver un semblant de solution, c'est de lever des impôts, d'inventer de nouveaux impôts. Et ça fait très très mal à l'attractivité de la France. Pour ceux qui voudraient venir en France, ou pour ceux qui ont la capacité de partir si un jour ils se sentent un peu trop dindons de la farce. Donc il faut absolument qu'on prenne conscience d'arrêter les problèmes, parce que ça va nous donner une nouvelle vision sur nos marges de manœuvre. Le problème, c'est que maintenant, on dit, bon, on va essayer de ne pas augmenter les impôts. Donc du coup, il faut réduire les dépenses. Mais après, il y a des dépenses qu'on ne veut pas réduire parce qu'on fait semblant de penser qu'il n'y a pas de problème. C'est les retraites et la sécurité sociale. Il y a d'autres dépenses qui sont les collectivités locales, qui sont un énorme pan de nos dépenses qu'on ne peut pas toucher parce que finalement, maintenant, c'est le Sénat qui contrôle le gouvernement. Et du coup, les sénateurs, si jamais tu touches au budget des collectivités locales, ils vont te dire non, toi, Bayrou, on te fait sauter demain. Donc, Bayrou va pas, ou en tout cas, on te permet plus de faire passer quoi que ce soit. Et donc, qu'est-ce qui reste ? Il reste les impôts. Et dans le pays ou alors faire semblant de penser qu'on peut faire des économies en fusionnant le secrétariat du plan avec France Stratégie. Mais ça, c'est tu peux gratter 10 millions d'euros, 100 millions d'euros peut-être. Mais quand tu sais qu'il faut économiser 40 milliards cette année, c'est pas comme ça qu'on va y arriver. Donc, effectivement, il faut qu'on se réveille collectivement. Moi, je suis pas foncièrement pessimiste, mais il faut qu'on se réveille. Et si on se réveille, on sera en adulte capable de prendre des décisions parfois difficiles, notamment sur une refonte totale du système des retraites et sur aussi une refonte de la générosité française. Et il faut qu'on se rende compte que la France est généreuse et doit rester généreuse avec elle-même, mais que parfois, si cette générosité s'applique à des personnes qui n'ont pas besoin de la générosité, faut dire la stop. Franchement, s'endetter pour être généreux avec des gens qui n'en ont pas besoin, là non, on arrête. On arrête. C'est pour ça qu'il y a quelques semaines, c'est un peu anecdotique, mais ça va dans le même sens, mais je portais une proposition de loi avec mon collègue ancien ministre du Logement, Guillaume Kasbarian, pour améliorer la rotation dans le parc HLM et faire en sorte que les personnes qui gagnent désormais très bien leur vie, laissent leur logement HLM à d'autres personnes qui en ont plus besoin. Et c'est aussi pareil avec les niches fiscales. Je pense qu'il y a un truc, on le voit avec le JUI, pour des sujets que je connais bien, et dans plein de trucs, c'est que c'est quand même un pays qui a mis beaucoup d'impôts, donc créé des dispositifs d'assouplissement. Et parce que quand on dit ça, on a souvent la tentation presque populiste de dire que ça s'applique à un type de population, mais en fait, tu peux prendre le cas des affréteurs, des transporteurs maritimes qui ne payent pas d'impôts, qui ont ces rabattements de taxes, et qu'en fait, pour essayer de rééquilibrer à l'envers un pays qui dépense trop, on fait des cadeaux aux uns aux autres, et ça touche toute la population. Donc, c'est ça on sent, moi, mon sentiment, qui soulage un peu les Français qui arrivent, c'est qu'ici, le système est compliqué, mais tu n'as pas ce sentiment un peu de te faire avoir, alors que même toi, tu peux profiter de ce système. Tu vois, cette espèce de schizophrénie. Ici, c'est très bureaucratique, tu payes beaucoup d'impôts, mais tu as moins le sentiment de cette complexité et d'un système qui, en fait, est un peu à bout de course, malheureusement. Moi, je t'avoue que quand je vivais à Londres, quand tu vis à Londres, tu es soumis notamment à un système public de santé totalement... en tout cas, à l'époque, il y a 25 ans. Moi, j'étais à Londres à l'époque Tony Blair. Le NHS, c'était une horreur absolue. Les trains privatisés, ou pas privatisés d'ailleurs, ne roulaient pas. C'était une catastrophe. Le métro, c'était n'importe quoi. Et je me disais, bon, on paye moins d'impôts à Londres, mais moins qu'en France. Mais au moins, en France, on sait à quoi servent les impôts. Et on les voit. Il y a un service public qui est efficace. Il y a une protection sociale qui fonctionne, etc. 20 ans plus tard, tu n'as plus la même pression. Ça, je suis tout à fait tu continues à payer, mais tu ne sais plus exactement pourquoi tu payes. Exactement. Et en fait,
moi, je me rends compte maintenant en tant que législateur, finalement, on est là pour, non pas pour simplifier les choses, mais continuer à les complexifier. Ouais. Parce que finalement, du point de vue économique, l'essence même de l'activité économique humaine, c'est-à-dire, j'ai des besoins, je veux manger, je veux avoir un toit. Pour les satisfaire, je dois gagner de l'argent. OK? Donc voilà, gagner de l'argent. OK? Ouais. Ce qu'on a fait depuis, pour rajouter à ça, c'est on va financer notre organisation collective en prenant sur cet argent des impôts. OK. Ouais. Alors ensuite, on s'est dit, oulala, c'est compliqué, les impôts, tout le monde ne peut pas les payer, il faut être sympa, il y a des élections. On va faire des allègements. Bon, Ouais. ça repart dans l'autre sens. Et maintenant, on fait des réductions d'allègements Ouais. d'impôts. Ouais. Donc, on est dans les dérivés 3e, 4e. Oui, ouais, tout à fait. Et ça devient très difficile à suivre, en fait. Ouais. Et tu perds le sens de la logique économique. La logique de dire, moi, je veux réussir à parvenir aux besoins de ma famille, voire même construire un patrimoine. La recette pour le faire, c'est travailler beaucoup, gagner de l'argent. En contrepartie, je paierai des impôts, c'est la vie, mais du coup, je serai protégé et j'aurai accès à certains services publics, notamment une éducation pour mes enfants, etc. Sauf que là, aujourd'hui, ça part tellement dans tous les sens, il y a tellement d'ajustements, d'exceptions, de niches, que ça ne marche plus, en fait. Que tu n'arrives plus à lier notamment l'effort et ce que tu en retires. Ouais, il y a plus et ça, je pense qu'on en souffre collectivement. Ouais. Parce qu'on commence à perdre foi dans l'organisation de notre système. Ouais. Et puis individuellement, parce qu'effectivement, ça te mine un peu. C'est vrai, pour venir sur ces Français qui s'épanouissent en Espagne, il y a aussi peut-être... Alors, il y a mais franchement, l'Espagne... Enfin, moi, ça fait depuis combien de temps que tu vis en Espagne, toi? 14 ans. Moi, ça fait depuis 20 ans. L'Espagne, c'est un pays compliqué aussi. Hein. Bien sûr. C'est pas la panacée. Hein. Non, mais alors, je pense que l'ignorance... C'est eux qui l'ont inventé, hein, franchement. Ah non, mais c'était le point où je veux en venir, c'est que l'ignorance parfois de certaines réalités, notamment bureaucratiques, ou de certains faits d'actualité, typiquement, tu vois, les réactions de Pedro Sanchez après le blackout de lundi, le fait de ne pas être au courant. Moi, j'ai découvert ça parce que je suis parti vivre en Chine en 2009, à l'époque où les unes de Marianne anti-Sarkozy étaient sur tous les kiosques de Paris. Et j'arrive en Chine, tout est écrit en chinois. Et là, je me sens soulagé du fait de ne pas voir la gueule de Sarko, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas. Cette espèce de pression permanente d'une actualité qui te mine à t'aider, enfin, tu vois, à l'issue de ton plein gré. Et je trouve qu'il y a au moins, enfin, je pense que c'est l'un des arguments qui fait qu'on est pas mal ici, c'est comment on ignore une partie de cette réalité. Après, la bureaucratie, quand tu dois faire ta renta, déposer tes modèles, elle est très compliquée. Mais je pense qu'il y a, enfin, une des choses qui font que les Français ont plus de distance, c'est que c'est quand même fondamentalement pas ton pays. Et donc, c'est le bordel, mais c'est un peu leur bordel. C'est vrai. Mais ça, c'est vrai pour tout départ. Et c'est vrai que l'Espagne est très attractive parce qu'elle offre en plus ce côté Dolce Vita et proximité. Donc, tu t'éloignes un peu des emmerdes et des problèmes, des frustrations, tout en maintenant la proximité. Tu restes proche de ta famille. Tu peux télétravailler, tu peux aller bosser 2 jours par semaine à Marseille, à Toulouse ou à Paris si tu veux. Plutôt tu le vois, tu le fais toi-même, c'est-à-dire que tu passes ton temps à bouger dans des distances qui sont que tu peux couvrir. Oui, sachant que c'est pas mon modèle de base. Moi, mon modèle de base, moi j'ai ma vie professionnelle, enfin depuis que je suis installé en Espagne, elle était centrée sur l'Espagne. Ouais. J'avais pas vocation à aller à Paris régulièrement. Maintenant, j'y vais parce que par obligation, parce que mon boulot de député m'oblige à être à Paris régulièrement si je veux avoir cette influence et cette capacité de peser réellement. Ce qui est finalement l'objectif, c'est le but du jeu. Parce que si c'est simplement pour être un député qui regarde passer les trains ou d'opposition, je ne le ferai pas, mais franchement. Et mais il est vrai que sur ce sujet de l'Espagne, ce que tu dis sur la douceur de vivre, compense aussi pas mal des problèmes qu'on a. Quoi. Bien sûr. Et c'est bon, après, c'est un pays qui a ses problèmes et qui a quand même effectivement, on sent qu'il y a une logique de compensation quelque part. Et je trouve ça un peu dommage vis-à-vis de la France parce qu'on devrait, en fait, on se demande, je pense que cette population qui a fait le choix de partir, parce qu'elle peut se le permettre, se trouve un peu démunie face à ce qu'on pourrait faire pour notre pays. Et bon, c'est une question un peu en l'air, mais tu vois, qu'est-ce qu'on peut faire dans notre situation pour améliorer la situation du pays? Toi, tu as pris un engagement qui est fort, mais nous, en tant que professionnels particuliers, on est un peu, je pense que ça participe au choix de partir vivre en Espagne en disant, en fait, j'ai l'impression que je peux rien faire. Ouais, mais écoute, moi, c'est un cas particulier parce qu'effectivement, député des Français de l'étranger, on n'est que 11. Député des Français d'Espagne, il n'y en a qu'un. Okay. Moi, j'ai la chance énorme d'avoir eu l'opportunité d'occuper cette position.
et de l'occuper à un moment où elle me permet d'avoir une influence sur la manière de laquelle se font les choses en France et aussi en Europe. Parce que finalement, certaines des choses que j'ai fait en France, comme la loi influenceur, finalement, parce qu'on a bien fait les choses, parce qu'on a réussi à avoir l'apport médiatique, parce qu'on a bien négocié avec la Commission, contre la Commission européenne. Finalement, la Commission européenne va répliquer au niveau européen les règles sur l'influence commerciale qu'on a mis en place en France. Donc ça, j'en suis fier, je le dis honnêtement, parce que c'est franchement réussir depuis, en étant un député français de l'étranger, réussir à impulser un changement au niveau européen sur un truc aussi fondamental qu'est la publicité sur les réseaux sociaux. Et grosso modo, la régulation de l'économie des réseaux sociaux, moi, ça me paraît énorme. Ça me paraît énorme. Et nécessaire. Et nécessaire. C'est vrai que c'est un truc pour lequel on t'a connu. Tu vois, moi, j'ai fait le choix aussi. Et il y a un petit côté, je ne vais pas vous mentir, et ça peut choquer certains, hein, parce que député, c'est bien, c'est confortable, on est bien payé, etc., etc. Mais pour moi, député, ça reste un sacrifice. Enfin, ce n'est pas le but de ma vie. Moi, je n'ai pas envie d'être ministre. Je n'ai pas du tout envie d'être ministre. Moi, si on me demande d'être ministre demain, je refuse. Ou alors, il faut vraiment que ce soit un truc super spécifique. Mais moi, je veux être député parce que je réussis à faire bouger des choses, mais aussi parce que j'aime bien montrer que même quand elle a passé sa vie dans un système différent, secteur privé, à penser prioritairement aux intérêts de ta boîte, de ta famille, ton intérêt personnel, si à un moment, tu peux arriver à peser sur le cours des choses et sur l'organisation collective, tu peux le faire. Si tu peux le faire, essaye de le faire. Essaye de le faire. Et il n'y a pas que l'action politique pour le faire. Tu peux t'engager politiquement, bien sûr. Il n'y a pas que le député qui peut faire bouger des choses. Hein, tu peux aussi peser sur les élections en France. Il y a des choix qui vont être importants en 2027. Il y aura des propositions, notamment sur la réforme des retraites, sur une vraie réforme, un vrai bouleversement fondamental de notre système des retraites. Ça va être un enjeu déterminant pour l'avenir du pays. Là-dessus, il faut qu'on s'engage tous. Je ne sais pas encore qui je soutiendrai en 2027, mais je sais que je ne soutiendrai pas quelqu'un qui ne prendra pas à bras-le-corps ce sujet. Tu vois et moi, je serai un soutien parmi d'autres, mais il faut que, collectivement, on aille expliquer aussi aux Français comment se font les choses ailleurs, pourquoi la France est en train de perdre du terrain en termes d'attractivité, quelles sont les bonnes pratiques qu'on peut importer en France, vu d'Espagne, vu des États-Unis, vu d'Argentine, pourquoi pas, vu du Japon, vu de Chine. Hein, même Gabriel Attal a fait une tribune dans Le Figaro hier où il dit qu'on peut prendre exemple sur la Chine quant à leur gestion de TikTok. Parce que le TikTok chinois est très différent du TikTok français ou hors Chine par rapport à la protection à apporter aux enfants. Bref, on peut s'impliquer. On peut essayer de peser, d'accord ? On n'est pas obligé de rester. C'est pas parce qu'on est loin qu'on peut pas peser. Okay ? Et en particulier, si on est en France, à plus forte raison, là, on peut s'engager directement. Là, il y a 568 députés, non, 566 députés en France. Il va y avoir un gros renouvellement en 2027. Et il y a des gens qui peuvent apporter une expertise et qui peuvent convaincre. Moi, c'est pour ça que je suis contre la proportionnelle. Moi, je suis pour le fait que les Français, dans leur circonscription, puissent choisir leur député. Une personne qui les ait convaincus, les yeux dans les yeux, de soutenir sa vision des choses et sa capacité à faire bouger les choses, et pas uniquement en fonction d'une étiquette politique ou de l'appartenance à un parti. Écoute, c'est clair. C'est-à-dire qu'il faut rester optimiste dans sa capacité, quel que soit son rôle, à intervenir et à peser sur le cours des choses. Et c'est vrai que 2027 va être, on espère, le moment où vont se libérer des choses, parce que si on ne le fait pas nous, l'histoire s'en chargera, quoi. Exactement. Et pour finir notre entretien, c'est vrai que tu t'en as parlé. Alors, il y a deux choses qui t'ont fait connu dans le paysage médiatique français. C'est toujours marrant quand on t'a connu ici de te voir passer à la télé. Bon, évidemment, c'est cette bataille homérique contre Manuel Valls en 2022. Puis ensuite, cette loi sur les influenceurs. Et c'est vrai qu'il a changé le cours des choses dans le sens où il y a eu beaucoup de dérives et que, puisque c'est grâce à Booba en partie et à Stéphane Vojetta, ça a été transformé. Tu dis que ça va être passé à niveau européen. Dans un monde où les médias sont de plus en plus éclatés, que la phrase qu'on entend pas mal, c'est que YouTube est devenu la première chaîne de télé américaine, cette loi influenceur qui était nécessaire, ça va être quoi ces suites à donner dans un paysage où producteurs et diffuseurs et consommateurs de contenu va de plus en plus difficile à appréhender, vu la multiplicité des producteurs et les différentes façons de consommer ce contenu, TikTok notamment. C'est quoi votre vision, vous, qui avez quand même permis de faire changer les choses sur les prochaines étapes ?
Bah, écoute, avec Arthur Delaporte, je raisonne toujours en binôme avec lui, c'est mon collègue socialiste, donc avec qui on a fait la loi influenceur, en mode transpartisan. On sent qu'on a une responsabilité. On ne peut pas considérer que le job est fini avec cette première loi. D'ailleurs, d'abord parce qu'elle n'est pas encore complètement appliquée, et aussi parce qu'il faut reconnaître qu'elle n'était pas complète et parfaite. Mm. Déjà parce que les choses évoluent très vite, d'accord. La technologie, les pratiques, les modes de consommation des réseaux sociaux et de la publicité sur les réseaux sociaux évoluent plus vite que la régulation. C'est pour ça qu'il est très bien que l'Europe décide de remettre à jour tout ça en se basant sur ce qu'on a fait nous, mais en allant plus loin. Donc avec Arthur, ça fait déjà 1 an qu'on se dit on va préparer le deuxième étage de la fusée. Une deuxième loi qui sera peut-être la deuxième loi influenceur, mais qui pourrait aller plus loin, notamment sur la protection des mineurs vis-à-vis des dérives du numérique. C'est aussi une manière de notre part de forcer le gouvernement, des gouvernements successifs, à agir sur le sujet. Parce que pour l'instant, il y a beaucoup de paroles, mais il n'y a pas d'actes de la part du gouvernement. Donc, et là, on avance là-dessus, on a des idées pour mieux réguler, combler les angles morts qu'on avait laissés sur la première loi influenceur, notamment sur la publicité interstitielle sur YouTube, par exemple, mais aussi la publicité organique, donc celle qui est dans les contenus des créateurs de contenu, donc la publicité des influenceurs, sur les réseaux sociaux, sur YouTube, sur les plateformes vidéo, etc. D'autres dérives de l'influence qui sont par exemple les plateformes de pornographie en ligne type OnlyFans, qui, tout en respectant le droit des gens à montrer leurs fesses et à gagner de l'argent avec ça s'ils veulent, il y a des business qui se créent autour et des pratiques qui se créent autour qui ressemblent soit à la prostitution, soit à du proxénétisme. Et ça, je pense qu'il faut y couper court parce que ça crée une incitation à ce que des gens, en général des hommes mal intentionnés, aillent chercher de la chair fraîche, à savoir des jeunes filles sur Insta, sur TikTok, et les convaincre d'ouvrir des comptes sur OnlyFans pour faire des photos de charme, puis finalement ça se transforme en autre chose. Donc ça, il faut absolument y couper court. Donc il y a plein de choses sur lesquelles on va travailler. Mais la bonne nouvelle, et je te donne un scoop en exclusivité, c'est que le gouvernement est convaincu qu'il faut continuer à travailler là-dessus. Et on va être avec Arthur Delaporte, on va être nommé par le gouvernement comme parlementaire en mission, avec la mission de continuer notre travail sur la régulation de l'influence et aussi sur l'examen de comment l'influence, au-delà de l'influence commerciale, mais comment les influenceurs peuvent nous aider à promouvoir un usage plus sain des réseaux sociaux et du numérique en général. Notamment, ça va sur le temps d'écran, ça va sur éventuellement la limitation de l'usage, enfin de l'âge auquel des mineurs peuvent accéder à certains réseaux sociaux et à certains contenus. Donc, on va continuer à travailler là-dessus, avec sans doute une nouvelle loi qui sera déposée dans le courant de l'année. Et moi, ce que je peux te dire, c'est que on a parlé de la dette au début, et du rétablissement des finances, et du fait de rétablir une vérité, une transparence sur les finances de la France. Maintenant, c'est un de mes 2 combats prioritaires à l'échelle nationale. Le deuxième combat prioritaire, c'est clairement les réseaux sociaux et la régulation du numérique. Après, j'ai mes combats de Français de l'étranger, surtout l'administratif, faciliter la vie quotidienne, les procédures, etc., mettre de la dématérialisation, s'assurer que nos moyens sont bien dépensés et que le présentiel est réservé pour les situations vraiment où le présentiel est nécessaire. Mais sur l'influence, on va continuer à se battre. Et comme on l'a fait à l'époque de Bruno Le Maire, on va continuer à le faire avec le soutien du gouvernement. Celui-là, et s'il devait ne pas durer, ça sera avec le suivant, mais on va pas lâcher. En tout cas, moi, tant que je serai député, ça sera mes combats prioritaires. Merci beaucoup, Stéphane. Merci pour ton temps et merci pour ton message. C'est bien compris. Salut. À bientôt.